Alors, la deuxième question, c'est comment est-ce que vous définiriez l'éducation populaire? Voilà, si je reviens pour l'éducation populaire vraiment aux origines et où je l'ai découvert, il faut remonter à la Révolution française avec Condorcet, qui s'est rendu compte parce que la République qui venait de s'instaurer au moment de la Révolution française avait déjà pris conscience qu'il fallait éduquer le peuple. Parce qu'il n'y avait pas d'éducation à l'époque, d'éducation nationale et d'école généralisée. Il y avait peu d'enfants qui allaient à l'école. Et donc la première préoccupation, c'était de généraliser l'école pour les enfants. Et dès ce moment-là, Condorcet a déjà attiré l'attention sur le fait que éduquer les enfants, grosso modo à l'époque, c'était apprendre à lire, à écrire et à calculer. Eh bien, Condorcet pensait qu'il fallait au-delà, parce qu'au-delà, il faut faire l'éducation populaire des adultes. Oui, oui. C'est ça la définition de l'éducation populaire. Et je pense que c'était celle-là. Et nous, on l'a attrapé au vol après la Deuxième Guerre mondiale qu'on avait vécue, et où cette nécessité apparaissait de plus en plus. Alors en Alsace, c'était encore un peu particulier, parce qu'en même temps, l'Alsace ayant été allemande, entre 1870 et 1918, la plupart des gens en Alsace ne parlaient pas le français. Donc on avait déjà cette première préoccupation, il fallait développer l'apprentissage du français et habituer les gens des campagnes à parler le français. Et en même temps, on faisait l'éducation civique et politique des adultes, dans la mesure où on avait la grande chance à l'époque d'avoir à notre disposition tous les films, en particulier ceux du néo-réalisme italien, qui permettaient de revenir sur le passé récent qu'on venait de vivre, c'est-à-dire la dernière guerre mondiale, avec des gens comme Rossellini, Fellini, enfin il y en a eu beaucoup, De Sica, surtout Rossellini, et qui, dans leurs films, abordaient justement le problème de l'état de l'Europe en 1945, quand la guerre s'est terminée, et qui montrait tous les drames et tous les problèmes qu'il fallait prendre en compte à ce moment-là, et dont il fallait s'occuper. La première, c'était reconstruire le pays, parce que le pays, il était en ruine. Donc, pour aborder tous ces problèmes-là, reconstruire le pays, oui, c'était une nécessité, mais alors comment ? Et à ce moment-là, Maurice Thorez, je crois, à l'époque, allait encore avec les syndicats ouvriers, aller dans les usines pour dire aux ouvriers, il faut vous mettre au travail, il faut ne plus compter vos heures. Non, la préoccupation, c'était pas de réduire les heures de travail. Et donc, il fallait retrousser ses manches et se mettre au travail. Donc, c'était les deux impératifs à l'époque que nous avions quand nous avons développé les ciné-clubs en Alsace en particulier. Et on allait dans les quartiers, au fin fond des campagnes, avec des moyens rudimentaires. Les projections se faisaient dans des salles en général attachées à un bistrot à l'époque. Des restaurants, il y en avait guère. Et on faisait ça dans des conditions qui n'étaient pas toujours idéales, assis sur des bancs, mal assis. Mais les gens restaient et aimaient bien qu'on discute des problèmes du moment, et à travers ces discussions pouvaient se dessiner des résolutions, des solutions. En gros, c'était ça, à l'origine. Oui. Si j'ai bonne mémoire au niveau de l'histoire de l'éducation populaire en Alsace, ça a aussi commencé avec les bibliothèques publiques que Jean Massé a voulu mettre en place. Exactement, seulement pour avoir accès aux bibliothèques, il fallait déjà savoir lire. Oui. C'est une époque où la lecture n'était pas encore répandue. Les enfants travaillaient encore, soit là, dans les fermes familiales, soit dans les usines. Pratiquement pendant tout le 19e siècle, les premières minutes n'ont été mises en place qu'en 1842. Et après encore, et quand l'école publique obligatoire a été instaurée en 1882,
à ce moment-là, il y avait encore des réticences parce que même des parents disaient oui, mais les enfants, nous, on en a besoin pour le travail à la ferme ou qu'ils travaillent dans les usines pour apporter un peu d'argent. Oui, sachant que l'abolition du travail des enfants, c'était en 1841, si je me rappelle bien. Oui, mais ça s'est pas instauré tout de suite. Hein. Oui, oui. Non, mais ça s'est pas instauré tout de suite. Les lois ont été prises, mais après, pour les mettre en pratique, il a fallu... le monde marchait moins vite qu'aujourd'hui à l'époque. Donc, pour mettre les choses en place, il fallait un certain temps que ça entre dans les esprits et que les gens finissent par l'accepter. Hein. Jusqu'au bout. On a mis en place des mesures de rétorsion quand les gens refusaient d'envoyer les enfants à l'école. C'est pour cette raison qu'à l'époque, les grandes vacances en été étaient beaucoup plus longues que maintenant, parce qu'en été, on avait besoin des enfants à la ferme pour travailler. Et il n'y avait pas de vacances d'hiver, on n'allait pas faire du ski. Hein. Voilà. Ouais, même maintenant, il n'y a pas tant d'enfants que ça qui ont la chance d'aller faire du ski en hiver. Oui, enfin, les classes de neige se sont quand même répandues à un moment donné, hein, mais c'est beaucoup plus tard, ça. D'accord. Oui, le ski, c'était d'abord un moyen pour les gens des montagnes pour se déplacer, c'était pas pour se faire plaisir. Hein. Oui, oui. Et donc, du coup, pour en revenir un peu à l'Alsace, sur la question de l'éducation populaire, parce que là, pour le coup... est-ce qu'il y a une spécificité de l'Alsace pour la mise en place pour l'arrivée de l'éducation populaire, ou est-ce que ça s'est passé un peu partout, un peu comme partout en France, avant et après la Deuxième Guerre mondiale? Oui, je crois que ça s'est passé un peu partout en France, parce que le mouvement des ciné-clubs, ça s'appelait comme ça à l'époque, hein, où il y avait toute une partie du cinéma était du cinéma non commercial. C'est-à-dire, on n'achetait pas de billets aller au cinéma, on faisait partie d'une association qui, elle, louait les films et puis se débrouillait pour trouver quelques sous pour payer la location des films. Et les gens avaient, une fois qu'ils étaient adhérents à l'association, ils pouvaient aller au cinéma sans payer. Et c'était vraiment fait dans le but de l'éducation populaire. Hein. Oui. Et ça s'est passé comme partout en France. Là, le cinéma, c'était un des grands secteurs qui s'appelait Ufoléis à l'époque d'ailleurs. C'était un des grands secteurs de la Ligue de l'enseignement. Grosso modo, entre 1950 et... non, tout de suite après la guerre, jusqu'en 1960 à peu près. C'est là que tout a basculé. Avec l'arrivée de la télévision. Puisqu'à ce moment-là, au lieu d'aller au bistrot du coin pour aller voir le film, en général, il y avait une ou deux projections par mois hein, dans ces cadres-là. Au lieu d'aller aller voir un film, ils préféraient rester chez eux et regarder la télévision, même si le nombre d'émissions était plus que réduit à l'époque. Alors, on a tenté les téléclubs, pensant faire avec la télévision la même chose qu'on avait fait avec le cinéma. Mais d'une part, les téléviseurs de l'époque, c'était des tout petits appareils, où on voyait très mal, et puis l'image n'était pas bonne, c'était même pas en couleur, c'était en noir et blanc. Ça n'a rien donné du tout. Hein. Donc à ce moment-là, il a fallu se reconvertir et trouver d'autres solutions. Et c'est là que les ciné-clubs, après, ont survécu dans le cadre de ce qu'on a appelé le cinéma d'art et d'essai, qui existe toujours. Hein. Alors les plus mordus et les plus intéressés se rabattaient alors sur ce cinéma d'art et d'essai, qui n'était plus du cinéma gratuit, c'était du cinéma payant comme n'importe quel autre cinéma, mais qui ne ramassait qu'un public qui était déjà très accroché par le cinéma, pour le cinéma en tant que tel. Le cinéma n'était plus le moyen de faire de l'éducation politique, c'était un moyen d'études ou de divertissement où là, on répondait à toutes sortes de besoins. D'ailleurs, en Alsace, alors, il y a le Star qui a pris la suite, et puis il y avait surtout l'Odyssée. Et l'Odyssée, donc est resté jusqu'à il n'y a pas longtemps cinéma d'art et d'essai, il a disparu maintenant. Hein. Oui, il a été repris par notre association, il va devenir le Cosmos maintenant. Voilà.
voilà. Alors, ce que ça va donner, je n'en sais rien. Hein. Je ne ferai pas de projection sur l'avenir. On verra bien. Mais le cinéma d'art IDC, lui, il existera toujours, mais il s'adressera à un public précis, comme l'opéra ou d'autres choses de ce genre-là. D'accord. Déjà en 1936, avec l'arrivée du Front populaire, il y avait déjà une première mise en garde, parce que justement le Front populaire avait mis en place, dans le cadre avec Jean Zéo comme ministère de l'Éducation nationale, avait mis en place un bureau de l'éducation populaire. Parce que déjà là, on attirait l'attention sur le fait que maintenant, avec la réduction du temps de travail, où les gens ne travaillaient plus que 40 heures par semaine, alors qu'avant c'était des 60 et plus, réduction du temps de travail, il ne faudrait pas que ce gain de temps soit mobilisé par des loisirs, uniquement des loisirs, mais devienne un temps pour pouvoir continuer à apprendre, à se cultiver, à s'éduquer, soit de l'auto-éducation, soit de l'éducation, qui devrait maintenant être repris par l'éducation populaire, effectivement. C'est peut-être là le problème. D'accord, mais du coup, où est-ce qu'on met la différence entre le temps de loisir et le temps d'éducation? Parce que maintenant, l'éducation populaire, c'est souvent assimilé au centre socioculturel et à d'autres éléments. C'est l'image qu'on en a le plus généralement. Et les centres socioculturels, ils sont beaucoup entre le loisir et il y a plus un versant loisir, et animation qu'un versant éducation. Oui, c'est vrai, on a séparé les deux. Enfin, on a ramassé deux secteurs là dans le centre socio-culturel. C'est imposé, avec Malraux par exemple, et les maisons de la culture, on a séparé la culture avec un grand C d'un côté et l'éducation, la culture populaire de l'autre. Parce que je crois que le but, c'était un peu ce qui est repris maintenant par des gens comme Franck Lepage, que vous connaissez peut-être. Oui. Bon, Franck Lepage, lui, justement, recolle un peu toute cette histoire-là pour dire que la culture et les maisons de la culture, qu'il démolit d'ailleurs en grande partie, ce n'est pas la vraie culture. La culture, c'est celle qui sort du vécu des humains. Des humains, je ne veux pas dire des hommes, des femmes aussi. Hein. Donc l'éducation populaire doit se tourner en tirant parti du vécu des gens. C'est-à-dire qu'on peut trouver ou discuter ou mettre en perspective des problèmes, et Dieu sait que notre monde actuel en connaît beaucoup, mais il faut les prendre en charge et en débattre, en discuter, d'abord pour prendre conscience que les problèmes ne sont jamais simples et qu'il faut d'abord les étudier de façon de très près les situations, de manière à susciter des débats et peut-être esquisser des solutions, mais ça je ne sais pas s'il y en a. En tout cas, c'est ça peut-être le devenir qu'on pourrait éventuellement envisager. Oui. De toute façon, d'après ce que j'entends, la question politique, la question culturelle et la question éducation sont très très intimement liées. Du coup, est-ce qu'il est vraiment envisageable d'imaginer une éducation populaire en dehors de la culture et en dehors de la citoyenneté, enfin de séparer ces trois éléments ou pas? La citoyenneté, ça aussi, c'est un mot valise, hein, on met tout dedans, tout et rien, hein, finalement. Tout le monde veut maintenant développer la citoyenneté, encore faut-il savoir comment. Hein. C'est-à-dire, il faudrait avoir le courage. Alors, je vous dirais, d'un côté, au point de vue éducation populaire, il faut reconnaître que la télévision, par quelques émissions,
qui se comptent sur les doigts de la main presque. Hein. Oui. Mais de temps en temps, il y a de très bonnes émissions à la télévision qui mériteraient débat. Alors c'est bien que maintenant les moyens de communication ont mis en place des possibilités d'échange avec les auditeurs, etc., pour cueillir des réactions, mais c'est pas vraiment des vraies discussions, c'est simplement presque des mouvements d'humeur ou alors on n'entre pas dans le vif du débat. Hein. Or, c'est ça qu'il faudrait mettre maintenant en place et s'attaquer au vrai problème qui est aujourd'hui maintenant le problème du travail et du chômage, tous les problèmes qui tournent autour du monde et de la finance. Parce qu'on sait bien que notre monde est parti dans une financiarisation, tout est marchandisé, tout doit avoir une contrepartie au niveau de l'argent, qu'on marche un peu qu'on marche complètement sur la tête avec cette affaire-là. Mais alors il y a des émissions qui essayent de l'expliquer, mais souvent c'est fait par des spécialistes, c'est fait par des gens qui connaissent le problème et qui utilisent un langage qui n'est pas forcément tout de suite à la portée de tout le monde. Donc les gens abandonnent et en plus ces émissions passent souvent très tard le soir sur des chaînes que personne ne regarde plus. Hein. Oui, puis comme vous dites, c'est des questions qui sont extrêmement complexes qu'on essaye de résoudre en 1 heure, 1 heure et demie, en général. Voilà, exactement. Alors, ce qui m'a quand même frappé, bien que ce n'est pas du tout pour prendre cette défense-là, mais dans des conventions citoyennes qui ont été mises en place maintenant au niveau national pour quelques rares élus, parce que soi-disant c'est tiré au sort, mais je ne sais pas comment on les sélectionne, les tirés au sort. Effectivement, j'ai entendu à la radio quelques réactions de personnes qui faisaient partie de ces conventions et qui, comme conclusion, ils reconnaissaient qu'il y avait beaucoup de débats, qu'ils ont beaucoup débattu entre eux, que les gens étaient rarement totalement d'accord sur toutes les questions, mais la conclusion qu'ils ont tirée, c'est qu'eux-mêmes, ils ont beaucoup appris à travers cela. Donc, c'est pour faire ce genre d'opération, il faudrait mettre ces problèmes à l'étude de petits groupes de débat et qui n'hésiteront pas à faire appel vraiment à des spécialistes qui viendront alors leur expliquer, et c'est des gens qui ont envie de savoir, qui ont envie de connaître, qui ont envie de comprendre, parce qu'actuellement, comprendre notre monde, c'est pas si facile que ça. Hein. Alors prenons actuellement le problème quand je parle du problème de l'économie, qui sont complexes en elles-mêmes. Hein. Donc, déjà comprendre les mécanismes, comment cela fonctionne, dans une discussion que j'ai pu avoir dans un petit groupe un jour, comme ça, où quelqu'un a posé la question, mais l'argent, qui est-ce qui fabrique l'argent ? Quand j'ai répondu un peu brutalement, l'argent est fabriqué par les banques, ça jetait un peu un froid parce qu'on ne comprenait pas. Donc il fallait remonter à toute l'histoire en fait de l'économie. Comment elle s'est mise en place à partir du Moyen-Âge. Hein. Donc ça devient à ce moment-là ça devient lumineux, mais à force, je pense qu'il faut toujours remonter dans l'histoire. Quand on veut comprendre quelque chose, un problème d'aujourd'hui, il faut remonter à son origine. Là, je vais prendre un autre exemple. Et travailler aussi peut-être sur l'explication des notions. Parce que se demander d'où vient l'argent ne revient pas à répondre à la question de qu'est-ce que c'est que les valeurs. Parce que la valeur d'une chose, c'est... valeur à ce moment-là. Pardon ? Bien sûr. Ça pose tout le problème de la valeur. C'est encore un problème en soi. Oui, qui distingue la question de l'argent, en fait. Voilà, absolument. Nous le savons bien. Mais aujourd'hui, on confond valeur et argent. Hein. Donc, il faudrait déjà séparer les deux notions et aller à la source des deux en remontant dans l'histoire. Et là, il y a de quoi faire, hein. Il y aurait de quoi faire. Maintenant, est-ce que les gens, a priori, sont intéressés ? Oui, le problème les intéresse dans les solutions qu'il faut apporter tout de suite, du jour au lendemain. Il faut que ça tombe du ciel. Et pour le comprendre, il faut peut-être beaucoup plus de temps. Et du temps, aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps, hein, parce qu'on les occupe avec tellement de choses qu'ils ne veulent plus prendre le temps pour aller au fond des choses.
Et c'est peut-être ça la chose la plus difficile à obtenir. Hein. Et c'est peut-être là l'avenir de l'éducation populaire, non? C'est d'essayer de donner envie aux gens d'aller un peu plus au fond des choses et puis de donner les outils pour qu'ils puissent Voilà, comprendre et y aller, quoi. exactement, exactement. Là, je vois un problème tout à fait. Alors, c'est du ressort de l'école, alors. Mais comme nous sommes spécialisés quand les moyens de communication ont pris le dessus après la disparition des ciné-clubs et tout s'est rabattu sur la télévision, où nous sommes posés le problème de l'image. Donc on a dit, il faut se penser sur ce problème-là. Et on a mis nous-mêmes, on était un tout petit groupe, on a mis nous-mêmes une quinzaine d'années pour essayer de trouver une solution. Et puis, on en a trouvé une, je ne sais pas si elle marche toujours encore, mais ce qui m'a frappé dans cette affaire-là, une fois que les enfants avaient appris à lire et à interpréter des images, nous, on avait aussi dit, à ce moment-là, il faut aussi qu'ils sachent écrire en images. Donc, ils apprennent la photographie. Et pour apprendre la photographie avec la prise de vue jusqu'au tirage en labo, c'est tout un cheminement qu'il faut faire, qui est un vrai métier. Alors, on est dans le métier du photographe, enfin, à l'ancienne. Hein. Et quand on faisait découvrir aux enfants, au lieu de leur mettre tout de suite un appareil entre les mains où il suffisait d'appuyer sur un bouton comme ça se fait aujourd'hui, on est remonté dans l'histoire jusqu'à la chambre noire de Léonard de Vinci, qui a découvert qu'à travers toute petite ouverture dans un volet d'une chambre noire, d'une chambre qui était plongée dans le noir, on recevait sur un écran, on prenait bien sûr du papier calque, en tenant un papier comme ça à distance, se dessinait sur ce papier l'image de l'extérieur. Et ce n'est qu'à partir de cela qu'on a alors perfectionné toute cette histoire de chambre noire, comme ça s'est fait vraiment dans le progrès technique. Et c'est seulement après qu'on a ouvert un appareil photo normal, réflexe, qui maintenant n'existe plus non plus presque. Et à ce moment-là, les enfants avaient parfaitement compris ce que c'était, comment se formait une image, comment est-ce qu'on et faisaient le parallèle entre l'œil humain et l'appareil photo. Aujourd'hui, avec les smartphones, personne ne sait pas. Il y a une photo qui sort tout de suite, mais on ne sait pas comment ça se produit. Est-ce que c'est du miracle ou est-ce que ça correspond à une réalité scientifique? On est toujours dans la même problématique, hein, ce retour à l'histoire. De manière, pour comprendre le monde d'aujourd'hui, il faut connaître son histoire d'abord. Et ça devient compliqué, puisqu'il y a beaucoup de domaines à aborder. Hein. Le monde d'aujourd'hui, il est fait de tellement de choses différentes que on ne peut pas s'attaquer à tout en même temps. Mais je dirais que moi, maintenant, à mon âge, il me reste encore beaucoup plus à apprendre par rapport au peu que je sais. Oui, ça c'est en fait c'est le problème, la question qui se pose à toutes les personnes qui ont beaucoup appris tout au long de leur vie. Voilà. On se rend compte avec le temps qu'on n'a jamais assez appris. Enfin, plus on apprend, plus on se rend compte qu'on sait peu de choses en fait. Exactement, c'est exactement ça. Et tout le monde n'a pas la chance d'Edgar Morin, et même lui à 100 ans, je pense qu'il remettra qu'il lui aussi il a encore des choses à apprendre. Mais tout le monde n'a même pas cette chance. Mais ça peut venir plus tôt, hein, on n'a pas besoin d'attendre 100 ans. Hein. Oui. Avec les retraites avancées et la prolongation de l'espérance de vie, on peut espérer que les gens trouveront enfin le temps pour essayer de répondre aux questions qu'ils se posent. Et de répondre de façon raisonnée, hein, et pas simplement par l'imagination. Et là, à ce moment-là, il faut aller passer par une pratique. Je crois que c'est ça qui est important aussi. Il faut aller vers des activités réelles et ne pas rester que dans les mots. Il faut aller vers des activités concrètes. On le découvre maintenant un petit peu à travers tout ce qui se dit autour des nouveaux jardins, des gens qui se remettent à la culture, au jardinage, etc. Et parce qu'effectivement, on
crée quelque chose, qui en soit de la valeur, et je vous parlais de valeur tout à l'heure, et qui demande aussi beaucoup d'études et de réflexion et de recherche et de tâtonnement. Et puis d'échanges d'expérience entre jardiniers. Et oui, absolument, absolument. Et entre jardiniers d'abord, et après, quand il y a des problèmes qu'on n'arrive pas à régler, ben on peut faire appel à ce moment-là à des gens qui ont étudié par ailleurs d'autres aspects du jardinage et qui peuvent suggérer des solutions qu'on peut mettre à l'expériment, qu'on peut expérimenter. Parce que les solutions ne sont jamais définitives, elles peuvent être que relatives. Et elle demande toujours perfectionnement, et la perfection, je ne sais pas si elle est de ce monde, hein, dans aucun domaine d'ailleurs. Oui. Voilà. Est-ce qu'on... Donc il y a du pain sur la planche. Hein. Oui. En été, je me suis un peu perdu là. Oui, mais je voulais juste en revenir à la première question, c'est de votre présentation, pour nous dire à peu près de quel point de vue vous parlez. De quel... quelle est votre expérience qui permet de dire que comment dire de quel point de vue vous parlez quelle est votre perspective sur la question de l'éducation populaire, voilà. Ben, je crois que j'y suis arrivé, c'est pour cette raison qu'il y a une partie un peu autobiographique dans mon livre, hein. Il faut que je remonte à ma petite enfance. J'ai eu la chance d'avoir un père qui lui-même était certainement, il est mort depuis fort longtemps, hein, il était très curieux. Tout l'intéressait, il s'intéressait à tout. Il faisait beaucoup de choses, il bricolait beaucoup, il connaissait un tas de choses à la fois que ses parents lui ont appris ou qu'il a entendu. Et c'était un homme très curieux et il m'a transmis ce besoin, il a cultivé ma curiosité en fait. Hein. Et dans tout ce qu'il me faisait observer, il me demandait toujours de me poser des questions, d'essayer de comprendre, etc. Et ce besoin de comprendre le monde dans lequel je vis, ben, je crois qu'il m'a suivi toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux jamais prendre les choses telles qu'elles sont et sans me poser de questions. Et c'est ce qui m'a amené à travers alors tout un parcours, hein, d'abord d'enseignante avec des enfants de collège, et puis après dans la formation des enseignants, où on a essayé d'introduire dans l'enseignement le monde tel qu'il était, parce que dans les années 60-70, le monde universitaire était encore très méprisant à l'égard de ce qu'on appelait les moyens de communication de masse, c'est-à-dire la publicité, la télévision, etc. Et le monde universitaire n'était pas du tout ouvert à ça, parce que ce monde-là, c'était bon pour le peuple. Le cinéma sortait des foires, hein, déjà. Et il s'était complètement désintéressé de cet aspect des choses. Et il a fallu attendre, pour moi personnellement, il a fallu attendre Roland Barthes, début des années 60, qui le premier, il était un universitaire très particulier, hein, qui le premier a posé réellement le problème de l'image, comment elle fonctionne, comment elle peut manipuler les gens. Et comment elle les manipule, hein, en les faisant faire ce qu'on a envie qu'ils fassent. Et c'est ça qui nous a mis sur cette voie-là de tâtonnement, de recherche, de réflexion, et qui nous a mené à une pédagogie, un type de pédagogie qu'on connaissait d'ailleurs depuis longtemps. Hein. Freinet, ça datait déjà, et Montessori, c'était déjà, et d'autres, hein, ça datait déjà de la fin du 19e, début du 20e siècle. Roland Barthes a récupéré ça en partie aussi, et c'est lui qui a ouvert la voie qui nous a permis d'aller plus loin. C'est la pédagogie active. Voilà, c'était une véritable ouverture.
Et puis maintenant, on est devant le monde du numérique qui pose alors d'autres problèmes. Et là, je vous avoue que j'y réfléchis beaucoup et je n'ai pas beaucoup de solutions à proposer pour le moment. Sauf qu'il y a ce retour vers l'éducation populaire maintenant, dont le monde universitaire a, je crois, pris conscience. Et que peut-être des solutions se dessineront à partir de cela. Quand les universitaires alors apporteront aussi leur concours à cette éducation populaire sous la forme traditionnelle de réflexion, de recherche, d'activités communes, et à commencer par le ras des pâquerettes. Je parlais tout à l'heure du jardinage, mais on fait du jardinage dans toutes les disciplines. Hein. Oui. Et peut-être aussi que le monde universitaire alors quitte aussi sa spécialisation à outrance. Moi, je suis effaré aujourd'hui par le fait que le baccalauréat, par exemple, qui était la voie royale pour faire des études à un moment donné, maintenant c'est le baccalauréat est généralisé, mais quand je vois le nombre de spécialisations qu'il y a déjà au niveau du baccalauréat, on spécialise les gens très très tôt. Alors que le baccalauréat que moi j'ai connu était un baccalauréat vraiment pluridisciplinaire. On abordait toutes les disciplines. Et il n'y avait que 3 sortes de bacs. 3 sortes. Alors que maintenant, je ne sais pas combien il y en a. Il y avait un dans le domaine littéraire, donc pour les littéraires. Il y avait un bac ce qui s'appelait Matélème, donc que les mathématiques, et un bac scientifique, sciences expérimentales d'ailleurs. C'était les 3 seuls, et il fallait choisir un des 3, hein, il n'y avait pas d'autre choix possible. Et après, les voies pouvaient s'ouvrir d'une façon très large. Alors que maintenant, je crains qu'on enferme déjà les candidats au baccalauréat, ou ceux qui le préparent, on les enferme déjà dans des spécialisations. Et ça, je crois qu'il faut s'élever un peu contre aussi. Voilà. Ok, bien, je vous remercie. J'espère que vous arriverez à en tirer quelque chose. Oui, Dites-moi, si vous faites une émission